Bien, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice sur la jordanisation et la Dunfordisation à l'aide d'une matrice de taille 6,6. Donc, c'est un exercice que j'ai trouvé dans le livre de Berruy à la page 983. Et son intérêt porte sur la taille de la matrice. C'est assez difficile de trouver des matrices assez grandes sur lesquelles travailler. L'objectif de la résolution de cet exercice, c'est de tout faire avec le logiciel Syllab et donc d'écrire un minimum de matrices de taille 6,6 au tableau, puisque pour l'agrégation interne à l'oral, on n'aura ni le temps ni la place d'utiliser un tableau et uniquement un tableau, donc on va utiliser un maximum de fois l'outil informatique et le logiciel Syllab pour s'en sortir. Donc je vais commencer par vous montrer étape par étape tout ce que je vais faire, et donc ma première étape ici, ça va être d'utiliser le logiciel Syllab pour écrire la matrice M et la matrice identité. C'est parti. Nous voilà ici sur la console Syllab. Donc pour la console Syllab, je vais vous montrer comment on construit une matrice, la matrice M que je vous ai présentée précédemment. Donc on va écrire ici tout simplement, si ça veut bien s'afficher, voilà. La matrice M, donc grand M égale, un crochet, et je mets toutes les valeurs en ligne de la matrice. Une fois que je suis arrivé au bout de la première ligne, plutôt que de séparer par une virgule chaque valeur, je sépare par un point virgule, ce qui veut dire pour l'ordinateur que je passe à la ligne suivante. Et j'écris comme ça toutes les valeurs de la matrice. Quand je suis arrivé au bout, j'appuie sur la touche Entrée, et on voit que ma matrice s'affiche. On vérifie que c'est la même matrice que celle de l'exercice, parce que tout va partir de cette matrice-là pour avoir l'ensemble des valeurs de l'exercice, bien sûr. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la matrice identité un certain nombre de fois, donc j'écris immédiatement ma matrice identité. J'appuie sur la touche Entrée et je vérifie que j'ai bien ma matrice identité. Voilà, à partir de là, le travail va pouvoir commencer. Voilà, alors maintenant qu'on a tout écrit sur Syllab, la matrice M et la matrice identité, ce qu'on va commencer par faire, c'est par calculer le polynôme caractéristique. Donc pour calculer le polynôme caractéristique, que nous noterons ici xm, on ne va pas écrire deux grandes matrices avec m moins x fois l'identité ou x fois l'identité moins m. Ici, en fait, on va remarquer qu'on n'a quasiment que des zéros sur la dernière ligne, donc déjà, je vais pouvoir développer ici en écrivant 2 moins x. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai développé ici. Ensuite, là, je n'ai que des zéros sauf en moins 1, donc je vais pouvoir développer ici. Voilà, donc ça nous fait un moins 1 moins x. Ici, je n'ai que des zéros sur cette colonne-là, donc je vais pouvoir développer ici. Donc ça nous fait 2 moins x. Et là, du coup, si on regarde cette ligne-là, j'ai un 2 moins x ici. Et des zéros partout ailleurs. Et ensuite, il me reste 3 moins x, moins 1, 1 moins x. Voilà, ce qui veut dire donc que le polynôme caractéristique de ma matrice M, c'est donc 2 moins x exposant 3, facteur de moins 1 moins x, facteur 2. Donc là, je fais mon produit en croix pour avoir le déterminant. Ça nous fait donc 3 fois 1, 3, moins 3x, moins x, plus x au carré, plus 1. C'est-à-dire ici 4, moins 4x, plus x au carré. On reconnaît ici la forme factorisée de 2 moins x au carré. Et donc on se retrouve ici avec 2 moins x puissance 5, facteur de moins 1 moins x. Ok. Et donc ici on a deux valeurs propres. Les deux valeurs propres, ce sont, on va noter ici lambda 2, la valeur propre 2, et
lambda 1, la valeur propre, moins 1. Voilà. À partir de ces deux valeurs propres, du coup, il va falloir que je commence à faire un travail sur ma matrice. Alors, comment est-ce qu'on va effectuer ce travail? La première chose, c'est qu'on va considérer, pour commencer, le sous-espace propre lié à la valeur propre moins 1 ici, parce que on aura ici directement le sous-espace caractéristique, puisque c'est ici d'ordre de multiplicité 1. Ici, d'ordre de multiplicité 5, ça pose un léger problème. Si vous voulez des détails sur comment on jordanise, en fait, je vous conseille d'aller voir la la vidéo de Gilles Baillimètre sur Maths Adulte. Dans l'ensemble de ces vidéos sur les réductions d'endomorphisme, la dernière vidéo concerne la jordanisation et du coup il est très précis sur comment on jordanise une matrice. Voilà, donc c'est parti. On va calculer, donc ça va être ici notre étape 3. On va calculer E de moins 1 qui est égal au noyau de M moins lambda moins 1, donc c'est-à-dire plus une fois I6. Alors, étape numéro 3. Nous allons calculer le sous-espace propre, qui sera également le sous-espace caractéristique, lié à la valeur propre moins 1. Donc pour faire ça, on va dire que x, qui s'écrit sous la forme x1 jusqu'à x6, il appartient à e-1, si et seulement si, et donc là, je vais avoir tout un système. Donc mon système, ici, pour commencer, je vais regarder la dernière ligne. J'ai moins 2x6, qui va être, pardon, donc mon 2x6 ici, qui doit être égal à 0, c'est-à-dire x6 égale 0. Donc la dernière colonne qui est là, je n'ai pas à m'en occuper. Ensuite, là, je vais avoir 3x1, donc 4x1 ici, puisque j'ajoute le plus x. Donc 4x1 moins x2, moins 3x3, moins x5, égale 0. Sur cette deuxième ligne-là, j'ai 2 plus 1, 3x2. Moins 3, là on ne le voit pas très bien, mais c'est bien un moins 3 ici. Donc moins 3x3 égale 0. De la même façon, hein, ici on n'a que des 0. Sur cette ligne-là, ici, je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, et celui-ci, on sait qu'il fait déjà 0, donc je la laisse tomber. Ensuite, ici, j'ai moins x1 plus x2, moins 3 x3 plus 3 x4 plus x5 égale 0. Et la dernière ligne, x1 moins x2. Et ici, plus 2 x5 égale 0. Alors, est-ce qu'on va pouvoir simplifier ça rapidement? Déjà, je sais que le x6, il est égal à 0. Ensuite, est-ce qu'on pourrait regarder une autre ligne? Ici, on sait que 3x2 moins 3x3, c'est égal à 0. Ça veut dire que x2, il est égal à x3. Donc on va pouvoir écrire les autres lignes un petit peu différemment. Ça va nous faire 4x1 moins 4x2 moins x5 égale 0. Celle-ci, on s'en est déjà occupé. Ici, on va avoir moins x1. Là, on a du coup moins 2x2 plus 3x4 plus x5 égale 0. Et la dernière ligne, x1
moins x2 plus 2x5 égale 0. Voilà, donc en espérant que je n'ai pas fait d'erreur un quelconque endroit. Alors, ça me semble un petit peu étrange toujours tout ça. Alors, ça paraît étrange, mais en même temps, ici, si on regarde, je vais pouvoir faire cette ligne-là moins 4 fois cette ligne-là, et donc j'ai les x1 qui disparaissent, les x2 qui disparaissent. Par contre, les x5, je vais en avoir un certain nombre, et ça me fera égal à 0. Donc, du coup, on va avoir... Excusez-moi, ça, c'est complètement faux, ce truc-là. On va avoir ici donc, que c'est équivalent à x6 égale 0, x2 égale x3, x5 égale 0. Donc je répète, hein, on fait cette ligne-là moins 4 fois cette ligne-là. Si x5 vaut 0, du coup là j'ai moins x1 moins 2x2 plus 3 x4 égale 0. Et donc là, je reprends mon x1 moins x2 plus 2, c'est tout, hop, plus 2. Les x5 ici sont égaux à 0, donc là je peux directement dire que x1 égale x2. Et donc si x1 égale x2, ça signifie qu'on a, pour finir, donc ça s'arrange plutôt bien, x6 égale 0 égale x5, x1 égale x2 égale x3, et si x1 égale x2 égale x3, ici j'ai moins 3x1 plus 3x4, donc du coup je vais avoir aussi ici égal x4. Voilà, donc on peut dire que E1, E de moins 1, c'est le vecteur, je vais mettre des petits crochets, engendré par le vecteur 1, 1, 1, 1, 0, 0. Voilà pour E-1. Ça, c'est l'étape la plus facile. Ensuite, l'étape numéro 4. Eh bien, on va faire la même chose. On va regarder quelles sont les valeurs propres, les vecteurs propres associés à la valeur propre 2. Donc, on va calculer E2, qui est égal, du coup, au caire de M moins 2 fois I6. Je vous épargne peut-être les calculs et je vais vous mettre directement le résultat. Il suffit de faire exactement la même chose que ça. Et on va obtenir la chose suivante. X appartient à E2 si et seulement si on a x6 égale x3 égale 0 et x1 moins x2 moins x5 égale 0. C'est-à-dire que E2 il est engendré par les vecteurs. Donc ici, x6, x3, ça vaut 0. Je prends 1 pour le x1, et du coup, si je prends x5 égale 0, il va falloir que je prenne 1 pour x2. Donc voilà mon premier vecteur, mais je peux aussi prendre le vecteur 1 et 1 en position 5, et dans ces cas-là, 0 en position 2. 2, 4, 6, voilà, j'ai bien mis 6 points. Et est-ce que je pourrais prendre autre chose? Eh bien oui, en fait, je peux en prendre un dernier. En fait, c'est x4 ici, il n'apparaît pas. Donc je peux prendre le vecteur 0, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà.
Et donc on va faire la constatation suivante, c'est que la dimension de E2 est égale à 3. La dimension est égale à 3, alors qu'ici on a un ordre de multiplicité qui va jusqu'à 5. Puisque l'ordre de multiplicité va jusqu'à 5, il va falloir, pour jordaniser, qu'on fasse un travail supplémentaire. Donc ça va être l'étape numéro 5. Pour cette étape numéro 5, on va utiliser le logiciel Syllab une nouvelle fois, puisqu'il va falloir que l'on calcule le noyau de m-2i6 au carré. Et donc, on va faire ce calcul-là sur Syllab. Voilà, donc prochaine étape sur l'écran. Et ce que je dois calculer ici, c'est m moins 2 fois i au carré. Donc là, je vais mettre ici puissance 2. Voilà, et on obtient notre matrice ici, m-2i au carré. Bon, on s'aperçoit que c'est une matrice qui est quand même super sympathique et on va pouvoir très rapidement dire qu'elle a bien un noyau de dimension 5 ici, puisqu'on n'a que les vecteurs ici en troisième colonne et en sixième colonne qui sont liés, tous les autres étant libres. Donc on va avoir quelque chose de dimension 5. Étape numéro 5, du coup, après ce qu'on vient de voir sur Syllab, on peut dire que x appartient au noyau de m-2 identités au carré, si et seulement si 9x3 moins 9x6 est égal à 0. Donc du coup, on va avoir notre sous-espace associé à la valeur propre 2 ici, mais quand on le met au carré. Donc je vais noter comme ça E de 2. Qui va être engendré par les vecteurs E1, E2, le vecteur ici 0, 0, 1, 0, 0, 1, qu'on appellera, puisqu'on a déjà utilisé V1, je vais l'appeler V2, E4 et E5. Voilà, j'ai bien un sous-espace qui est de dimension 5. Donc la dimension de E2 au carré et de dimension 5. Alors puisque c'est de dimension 5, c'est exactement la dimension du sous-espace caractéristique lié à la valeur propre 2. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Étape 6. Parlons un peu du tableau de Young. Alors, pour le tableau de Young, avant d'avoir fait l'étape numéro 5, à l'étape numéro 4, comme on avait un sous-espace propre de dimension 3 ici, on savait que au départ, j'avais 3 vecteurs ici qui allaient engendrer mon espace E2. En mettant cet espace m-2i au carré, je savais que j'allais obtenir du coup un espace dont la dimension ici ne pouvait pas dépasser 3 et allait être soit 3, soit 2, soit 1 de plus que E2. Autrement dit, la dimension de E2 au carré, c'était soit 6, soit 5, soit 4. Soit 3, mais en fait, si c'était 3, ça voudrait dire que E2 cube, ce serait 3 également, E2 puissance 4, 3 également, ce qui ne va pas être possible au final de garder 3, puisqu'on sait qu'à la fin, on doit obtenir un espace de dimension 5. Donc là, en fait, les deux seules possibilités, ça ne pouvait pas être 6, hein, puisque la dimension finale c'est 5, eh bien c'est soit 2 pour la dimension de E2 au carré, soit, sous cette forme-là, E2 ici, et uniquement de dimension 1 pour E2 au carré, et du coup pour E2 au cube, on ajoute une dimension supplémentaire pour arriver du coup à la dimension 5. Ce sont les deux seuls cas possibles. Ça, c'est à l'étape numéro 4. Maintenant, à l'étape numéro 5, ici, on a vu qu'on avait, pour E2 au carré, un espace de dimension 5. Donc on sait qu'on est dans cette configuration-là. Et puisqu'on est dans cette configuration-là, le tableau de Young nous permet de conclure, ici, on a une matrice de Jordan qui va être sous cette forme-là. Alors, notre première valeur propre ici, c'est moins 1.
Donc en fait, on sait qu'on a un bloc de Jordan ici de taille 1 pour la valeur propre moins 1. Et ensuite, on va avoir ici la dimension de notre la taille de notre deuxième bloc de Jordan qui va être un bloc de taille 2 avec la valeur propre 2 sur la diagonale et un 1 sur la diagonale du dessus. On aura ensuite un deuxième bloc de Jordan de taille 2 ici, donc pareil, 2, 2, 1. Alors ici c'est des 0. Et pour finir, un petit bloc de Jordan de taille 1 ici, et donc du coup il n'y a plus de 1 au-dessus, et des 0 partout ailleurs. Voilà, et donc là on a jordanisé la matrice, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe une matrice de passage P qui va nous permettre d'obtenir une matrice J semblable qui a exactement cette forme-là. Alors les matrices de Jordan, elles sont uniques dans l'écriture, hein, à la position des blocs de Jordan près, on n'a pas le choix. Voilà, et donc on va pouvoir passer ensuite à l'étape numéro 7. Bien, alors c'est parti. L'étape numéro 7. Maintenant, ça va être l'objectif de Dunfordiser, puisqu'on a déjà jordanisé. Ici, on a jordanisé, mais on n'a absolument pas la matrice de passage pour obtenir J. J, c'est une matrice qui est unique à l'ordre du positionnement de chacune de mes matrices carrées qui sont inscrites ici dans mes petits blocs. Ok, et donc maintenant, pour pouvoir Dunfordiser, il va falloir qu'on trouve la matrice de passage pour passer de la matrice M à cette matrice-là. L'idée ici, ça va être de faire la chose suivante. En fait, mon J, je vais l'écrire comme étant égal à une matrice D plus une matrice N, avec le D qui va s'écrire moins 1 et que des 2 sur la diagonale, des 0 partout ailleurs. Et la matrice N, du coup, ça va être uniquement les deux 1 qui sont ici. Donc j'ai ma position du 1 qui est là et le 1 qui est là, vous avez compris, et des 0 partout ailleurs. Je suis sûr que ma matrice N ici avec les deux 1 qui sont là est nilpotente, et je suis sûr que ma matrice D qui est là est diagonale. Donc avec la matrice de passage, pour passer de M jusqu'à J, eh bien, je vais pouvoir passer en appliquant ici autour de D et de N, ma matrice de passage également pour obtenir une matrice qui sera diagonalisable et une matrice qui sera nilpotente. Donc ça c'est pour l'idée. Alors, maintenant, pour l'étape numéro 7, on va essayer de trouver la matrice de passage P. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver cette matrice de passage P? Eh bien pour commencer, déjà je vais commencer par noter V1. Le vecteur qui me permet d'engendrer le sous-espace caractéristique lié à la valeur propre moins 1. Ce qui veut dire que là, ici, j'ai déjà mon V1 qui est là et mon endomorphisme V1 qui est là. Je n'ai pas besoin de le marquer comme ça. Ce que l'on sait, c'est que M plus I6 appliqué au vecteur V1, ce sera égal à 0. Puisque le vecteur V1 est dans le sous-espace propre lié à la valeur propre moins 1. Donc, on a bien que M V1 est égal à moins V1. Et donc, ici, j'ai bien la valeur moins V1 dans ma première colonne, moins 1. Et pas d'autres valeurs, j'ai bien que des 0 partout ailleurs. Maintenant, pour toutes les autres ici. En fait, l'idée va être la suivante, on va se servir du tableau de Young qui est là. Et l'objectif, ça va être de trouver deux vecteurs ici, qui sont dans E2 carré, mais qui ne sont pas dans E2. Donc mes vecteurs E2 ici, lui je vais l'appeler E4. Il est composé de trois vecteurs, mon sous-espace propre lié à la valeur propre 2, et dans mon espace E2 carré, j'ai un espace de dimension 5. Il va falloir que je sélectionne deux vecteurs parmi ceux-là qui ne sont pas là-dedans. Alors déjà, le E4, il est dans E2, donc je ne peux pas le sélectionner.
Par contre, je peux sélectionner E1, je peux sélectionner E2, je peux sélectionner celui-ci et je peux sélectionner E5. Celui-là, on va l'appeler V2. Ok. En fait, ici, l'idée, ça va être de faire la chose suivante. Si je sélectionne E1 et E2, et que je les mets, je vais donc avoir mes deux vecteurs qui sont là, E1 plus E2, en fait, ça va me donner ce vecteur-là. Donc E1 plus E2, il va appartenir à E2. Donc ça ne va pas vraiment fonctionner. Là, je vais obtenir deux vecteurs qui ne vont pas être linéairement indépendants, qui ne seront pas libres, en fait. Donc, je peux prendre E1, mais par contre, si je prends E1, je ne pourrais pas prendre E2. Et pareil, je ne vais pas pouvoir prendre le E5 parce que ici, j'ai le E1 et le E5 ici qui vont être liés. Donc je vais plutôt prendre ce vecteur V2 en deuxième vecteur. Donc là, je vais mettre E1 et je vais mettre V2. Et maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est que mon vecteur E1, je sais que si je fais M moins 2i6 au carré fois E1, eh bien je sais que je vais obtenir 0, puisque mon vecteur E1, il est là-dedans. De la même façon, on sait que M moins 2i6 au carré fois le vecteur V2, c'est égal à 0, pour les mêmes raisons. Maintenant, il nous reste à calculer M moins 2i6 fois le vecteur E1, et regardez ce que ça nous donne. On va calculer M moins 2i6 fois le vecteur V2, et on va regarder ce que ça nous donne. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va obtenir ici, c'est un vecteur, ce qu'on va obtenir là, ça appartiendra à E2. Et c'est ça toute la magie en fait. On sait que ça appartient à E2 parce que le vecteur que je vais obtenir, si je lui réapplique M moins 2i6, eh bien j'obtiendrai exactement cette écriture-là et ce sera égal à 0. Donc M moins 2i6 du vecteur qui sera là, ça fera forcément 0. M moins 2i6 du vecteur qui sera là, ça fera forcément 0. Donc je vais forcément obtenir ici un vecteur lié qu'on aura obtenu à partir de 1 qui sera dans E2. Et un vecteur de V2 de E2 carré qui, quand on lui appliquera M moins 2i6, qui sera lui aussi dans E2. Et on aura juste à vérifier que les deux vecteurs ne sont pas liés. Alors, pour faire ça, eh bien, on va utiliser Scilab. Alors, pour le coup, je ne l'ai jamais fait, mais on va bien voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, magie de la vidéo, on passera à l'étape suivante, on le fera directement à la main. Alors, du coup, on a dit qu'on allait faire M moins 2i, CTRL-C, CTRL-V, fois le vecteur, alors, ici je vais l'écrire avec des crochets, comme s'il s'agissait d'une matrice, et donc j'ai dit E1, donc 1, et là je mets bien point virgule, puisque c'est un vecteur colonne. Et on va voir s'il accepte de nous faire ce calcul. Il accepte. Ce que l'on obtient, c'est le vecteur 1, 0, 0, moins 1, 1, 0. On fait la même chose pour notre deuxième vecteur, CTRL-C, enfin notre deuxième produit. CTRL-V, je change les valeurs ici, j'ai dit que je prenais le vecteur. Alors laissez-moi regarder, on avait dit le vecteur V2, c'est hop, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient comme vecteur? Eh bien, on obtient le vecteur E4. Et ça, c'est cool parce qu'on sait déjà que E4, c'est bien un vecteur du sous-espace propre lié à la valeur propre de. On retourne au tableau. Bien, alors du coup, ce qu'on a dit sur Scilab, c'est qu'on obtenait ce vecteur-là pour E1, qu'on appliquait à M-2i6, et le vecteur E4 quand on l'applique à M-2i6 de V2. Donc, ce qui veut dire que là, j'ai mon vecteur V3, et ici mon vecteur E4.
Quand on l'écrit sous cette forme-là, j'ai déjà justifié que mon V3 il appartient à E2. Hein. Donc je sais que j'ai un vecteur de E2 ici, et E4 c'est également un vecteur de E2. Maintenant, il va falloir que je complète ma base de mon sous-espace caractéristique lié à la valeur 2. Donc pour compléter la base, en fait, il va falloir que je prenne un vecteur qui est dans E2 et non pas dans E2 carré. Et ce vecteur-là, il doit faire en sorte que mes 5 vecteurs soient libres. Donc, si on regarde ici, j'ai déjà pris le E1, donc le E1, le V3, donc le V3 ici, il concerne les coordonnées 1, 3 et 4. Le E4, je l'ai déjà pris, et le V2, il concerne la coordonnée 3 et la coordonnée 6. Donc, si je fais un bilan, ici, je n'ai pas du tout utilisé la deuxième coordonnée, ni dans V3, ni dans E1, ni dans E4, ni dans V2. Donc, je suis sûr qu'en sélectionnant ce vecteur-là, que je vais appeler du coup V4, eh bien, je vais avoir ici un ensemble qui va être une base, en fait, de mon sous-espace caractéristique. Donc je note P qui sera égal à la matrice formée par les vecteurs. Donc pour avoir le moins 1 qui est là, je prends le vecteur V1. Ensuite, je vais prendre le vecteur V3, le vecteur E1, le vecteur E4, suivi de V2, et pour finir, le vecteur V4. Voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir justifier tout ça? Donc V1, c'est clair, si je lui applique M plus une fois l'identité, je vais bien avoir juste un moins 1 en première coordonnée. Pour le V3, si je fais M moins 2 I6 fois V3, je vais obtenir ici, V3, il appartient à qui, le V3? Hop, le V3, il est là, il appartient à E2. Je sais que ça, c'est égal à M moins 2I6 de E1. Donc le V3, je le remplace par M moins 2I6 de E1. Donc du coup, là, j'obtiens ceci. Or, E1, il appartient à E2 carré, c'est-à-dire à lui, là. Donc ça, je sais que ça fait 0. Ainsi, MV3 est égal à 2 V3. De la même façon, M moins 2 I6 de E1, eh bien, je sais que ça fait V3. Et donc, j'en déduis que ME1, c'est égal à V3 plus 2 E1. Et donc, pour le premier, MV3 égale 2V3, ça justifie le fait que j'ai juste un 2 à cette position-là. Et ici, le ME1 est en train de justifier que j'ai 1 V3 plus 2 E1. On fait la même chose ici pour E4 et V2, et il nous reste du coup que le V4. Alors, le V4, on n'a pas spécialement besoin de le faire, puisqu'on sait que c'est un vecteur qui est dans E2. Donc, puisqu'il est dans E2, quand je vais faire M moins 2I6 de V4, eh bien, je vais bien obtenir 0, et donc de la même façon, hein, en développant, je vais bien avoir un 2 que en dernière position. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, ici on a notre matrice de passage. Il faut quand même vérifier que V3, E1, E4, V2 et V4 sont libres. Si ça c'est vérifié, eh bien on a bien notre matrice de passage et tout le reste va fonctionner. On va donc se rejoindre une dernière fois sur Scilab pour vérifier que tout correspond exactement. Je vous mets juste la partie un petit peu théorique qui termine le sujet. On a donc qu'il existe une matrice P appartenant à GL6 de R telle que P-1 MP est égal à notre matrice de Jordan. Donc celle-ci.
C'est-à-dire que M est égal à P fois J fois P moins 1. Qu'on peut écrire P fois D plus N fois P moins 1. Donc mon D, c'est cette matrice-là. Le N, c'est cette matrice-là. On peut donc l'écrire que M, c'est égal à P fois D fois P moins 1 plus P fois N fois P moins 1. La particularité ici, c'est que comme D est une matrice diagonale, la matrice D, elle commute avec toute autre matrice. On a ici D fois N qui est égal à N fois D. Et donc ici, j'obtiens une matrice D' et ici, j'obtiens une matrice N'. Cette matrice-là, elle est diagonale. Cette matrice-là, elle est nilpotente. Leur somme fait M. Elle commute. Alors, pourquoi elle commute? Eh bien, en fait, ici, on a juste à utiliser le P. On va l'écrire comme ça. Hein, si je fais D' fois N', c'est égal à P D P-1 fois P N P-1. Ça fait l'identité. Je me retrouve avec P dn P-1. Je sais que D et N commutent, donc ça nous fait P nd P-1, c'est-à-dire D' N' est égal à P N P-1 P D P-1, ce qui nous fait bien ici N' et D'. Donc on a bien la commutativité entre D' et N'. Voilà, donc tout fonctionne. On n'a plus qu'à déterminer une bonne fois pour toutes c'est quoi D, c'est quoi D' et c'est quoi N'. Et donc tout va se passer sur Scilab à partir de maintenant. Donc let's go sur Scilab. Bien, alors du coup, j'ai écrit ma matrice de passage. Pour l'instant, je ne l'ai pas appelée P, je l'ai appelée T. Donc avec mon vecteur ici qui est le vecteur V1, suivi du vecteur V3, le vecteur E1, le vecteur E4, le vecteur V2 et le vecteur V4. Première chose, on va vérifier qu'on a bien une base sur mes 5 derniers vecteurs. Donc ici, une base du sous-espace caractéristique liée à la valeur propre 2. Pour le vérifier, en fait, on a juste à calculer le déterminant de t, pour être sûr d'avoir pris que des vecteurs, 5 vecteurs qui sont libres. Le déterminant ici vaut -1, ce n'est pas 0, donc j'ai bien liberté entre chacun de mes vecteurs. Ok, donc a priori ça va. J'appelle P cette matrice maintenant. Donc P, c'est ma matrice qui est juste là. D'accord, on va commencer dans un premier temps par vérifier que si je fais P-1 MP, donc P-1 fois M fois P. Je dois obtenir ma matrice de Jordan. Est-ce que j'obtiens bien ma matrice de Jordan? -1, le bloc de Jordan qui est là, le bloc de Jordan qui est là, et le dernier bloc de Jordan qui est là. Ouf, tout va bien. Maintenant, il va falloir que je prenne ma matrice D. Donc ma matrice D, on vérifie, c'est bien ma matrice diagonale. Et ma matrice N, ici, c'est bien ma matrice avec les 1 qui sont juste ici et ici. Voilà. Donc je les ai déjà écrits précédemment, ça nous permet de gagner du temps. Et donc là, je ne peux pas écrire D' et N' comme j'avais fait au tableau. Du coup, plutôt que d'avoir D, je vais prendre la lettre suivante, je vais mettre un E. E, c'est égal à P-1. Donc ici, j'utilise cette formule-là. Non, c'est dans l'autre sens. C'est P fois... P fois N... Hop. Je n'écrive pas n'importe quoi.
Oui, P fois D fois P-1. Voilà, je ne suis pas sûr que les parenthèses soient obligatoires sur le -1, mais je préfère les écrire au cas où. Voilà, donc ça c'est ma matrice D'. Ma matrice N, alors après le N c'est un O. Ça va être égal du coup à cette même formule mais avec un N à la place. À la place du D, un grand N. Voilà. Alors, je suis sûr que E est bien une matrice qui est diagonalisable, parce que directement j'ai utilisé cette formule-là avec le D ici qui est bien une matrice diagonale, hein, donc pas de problème. Pour le N, j'ai une matrice nilpotente. Pourquoi j'ai une matrice nilpotente? On peut le vérifier ici, je vais faire O puissance 6. J'ai bien la matrice nulle, donc j'ai bien une matrice qui est nilpotente. Ça c'est la première chose. Maintenant je vais faire E fois O, et O fois E, et je vérifie que j'obtiens bien à chaque fois la même matrice. Ok, donc E et O sont bien commutatifs. Donc pour l'instant, tout roule. La dernière chose que j'ai à vérifier, c'est que si je fais E plus O, j'obtiens, attention, là on va quand même croiser les doigts pour être sûr d'avoir la bonne chose. Est-ce que j'ai bien ma matrice M? On vérifie ici, oui, j'ai bien ma matrice M de départ. Donc j'ai bien trouvé ma décomposition qui convient. Voilà. Voilà, donc du coup, on a obtenu ça pour D' et ça pour N', et on peut dire que M est égal à D' plus N'. Il s'agit de la décomposition de Dunford, donc on a fini ici l'exercice. Ça me semblait très intéressant de vous montrer ça en vidéo. Alors, sur le procédé de Jordan, pour obtenir une matrice de Jordan, on n'est pas vraiment dans le programme de l'agrégation interne, on est dans celui de l'agrégation externe. Ce qu'on peut dire si on propose un exercice comme ça à l'oral 2, à mon avis, c'est qu'on ne connaît pas la démonstration du théorème de Jordan, mais qu'on sait l'appliquer. Et que si on fait une méthode telle que celle-ci, il faut s'attendre à savoir décomposer une matrice quelconque sous la forme d'une décomposition de Dunford, classique en fait, sans utiliser la jordanisation, et donc avec les polynômes. Voilà, ce sera certainement l'une de mes prochaines vidéos, le cas un petit peu plus classique où on utilise le polynôme caractéristique, et on utilise donc une autre méthode pour Dunfordiser une matrice. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème trop important dans ce que j'ai raconté. C'est un exercice que j'aime beaucoup et je vous dis à une prochaine.